Vous regardez New York Info, bonsoir et merci de nous rejoindre pour décryptage. C'est un possible retour à l'aide militaire américaine à l'Ukraine dans la guerre face à la Russie à l'issue d'une rencontre américano-ukrainienne en Arabie Saoudite qui va accepter mardi une proposition de Washington pour un cessez-le-feu de 30 jours avec la Russie. Les États-Unis ont annoncé en retour la levée de la suspension de son aide militaire à l'Ukraine. Mohamed Diouf, bonsoir et bienvenue. Merci. Bonsoir Charlotte. Il y a eu donc des avancées dans les discussions entre Kiev et Washington en Arabie Saoudite. Tout à fait. Après la discussion qui a fait le tour du monde au niveau de la Maison-Blanche, les États-Unis sont revenus dans une position plus raisonnable puisque on ne peut pas finir la guerre sans la personne qui est concernée principalement, à savoir ici Zelensky et l'Ukraine. Donc il y a eu une rencontre entre des autorités américaines et des autorités de l'Ukraine pour s'entendre sur le contenu d'un cessez-le-feu. Il faut dire clairement que ce n'est pas encore quand même un cessez-le-feu parce que pour qu'on parle de cessez-le-feu, il faut que la Russie donne son accord. Mais ici, les Américains ont voulu harmoniser des positions avec l'Ukraine parce que on est toujours dans cette méthode Trump qui cette fois-ci associe un peu l'Ukraine, mais un Trump qui prend le devant pour trouver un accord avec l'Ukraine et aller trouver un accord avec la Russie. Donc quoi qu'on dise, ça donne un peu l'impression qu'on a impliqué l'Ukraine, mais en réalité, l'implication est de moindre mesure et l'implication n'est pas à la mesure qu'il fallait, puisque c'est sur son territoire essentiellement que se fait la guerre. Et pourquoi cette rencontre en Arabie Saoudite a été cruciale en ce moment précis du conflit? Elle était cruciale puisque si vous vous rendez compte, après la rencontre au niveau du bureau ovale, il y a eu un branlement de combat au niveau européen. Immédiatement, il a été reçu, il y a eu des sommets au niveau de l'Europe qui se sont multipliés puisque les Européens se sentant humiliés, puisqu'on les a totalement écartés dans cette affaire, ont voulu se mettre avec Zelensky pour ne pas laisser Trump aller seul dans cette affaire. Certainement, ça a amené les conseils de Trump à lui dire « Mais attends, il faut qu'on reprenne cette affaire, on est allé trop loin. À la limite, sans les Européens, oui, mais sans l'Ukraine, ça n'a aucun sens parce que c'est l'Ukraine qui va devoir signer le cessez-le-feu. Ce n'est quand même pas les États-Unis qui vont signer le cessez-le-feu avec la Russie. Donc, ils ont voulu se rattraper parce que si vous regardez les positions européennes, les gens sont sur le point de créer un réarmement où on s'apprête à pouvoir se protéger sans pour autant utiliser le parapluie américain. Ils avaient posé plusieurs conditions. Une des conditions, il n'est pas question que les négociations se fassent sans l'Ukraine. Cette condition est en train d'être réglée. La deuxième condition, il n'est pas question de trouver un accord où on demande tout simplement à l'Ukraine de se soumettre. Il faut des garanties pour son territoire, pour sa sécurité, à défaut d'avoir l'Union européenne, parce que tout le monde n'était pas d'accord. Ils sont en train de trouver un accord pour qu'une coalition de pays européens puisse aider l'Ukraine pour sa sécurité, etc. Ils ont vu qu'attendez, ils ne peuvent plus continuer tout seuls. Ils n'ont pas impliqué les Européens, mais ils ont quand même impliqué l'Ukraine. Certainement, c'est le premier pas. Je me dis qu'à un certain moment, ils jetteront un regard quand même du côté des Européens qui ont participé effectivement à cette guerre. Le président Zelensky a donc approuvé un cessez-le-feu de 30 jours, mais quel peut être l'impact immédiat de ce cessez-le-feu sur les actions militaires en cours, mais également sur la population? Dans un premier temps, il n'y aura pas d'impact parce que je le disais tout à l'heure, on n'est pas encore à un cessez-le-feu, on cherche un cessez-le-feu parce que la guerre ne se fait pas entre l'Ukraine et les États-Unis, au contraire, ils sont dans le même camp. Il faut encore la position de la Russie. Il faut encore la position de la Russie. Et quand vous regardez ce que Peskov a dit, lui, il dit que la Russie n'est pas encore en négociation avec l'Ukraine, malgré tout ce qu'il est en train de dire. Mais les Américains disent qu'il y aura bientôt un sommet de haut niveau entre des autorités américaines et des autorités russes pour parler de la question. Si vous regardez l'attitude de la Russie actuellement, mais c'est comme si Trump est en train de faire l'affaire de la Russie, donc c'est plutôt le silence. On n'entend pas Poutine sur cette affaire, c'est comme si rien ne se passe. Et même pendant qu'on parlait de cela, Poutine n'a pas hésité à bombarder l'Ukraine. D'ailleurs, les gens en ont profité pour dire qu'il ne veut pas la paix. L'Ukraine a répliqué avec les drones qu'ils ont envoyés sur Moscou. Il y a plus de 300 drones. C'est 343 et cette fois ça a fait mouche puisqu'il y a eu des morts, il y a eu des blessés, il y a eu des dégâts. Attendez d'abord la réaction de Poutine par rapport à ce bombardement. Parce qu'il n'est pas évident
que parce qu'on est en discussion sur un accord de paix qu'ils ne vont pas réagir. Justement, les discussions se poursuivent et les États-Unis ont annoncé la levée immédiate de la suspension de son aide militaire à Kiev. S'agira-t-il de fournir de nouveau des armes à Kiev et pourquoi en ce moment où on négocie une sortie de crise? Oui, mais il faut fournir des armes parce que c'était un accord qui était déjà là. Ce n'est pas un nouvel accord. Trump avait suspendu quelque chose qui avait été décidé dans le cadre de la pression qu'il exerçait sur Zelensky pour l'obliger à accepter les conditions que lui, il a certainement négociées avec Poutine lors de leur entretien téléphonique. Zelensky a eu raison de refuser parce que même s'il a perdu la guerre, il est encore le président de l'Ukraine. Il doit faire en sorte que le pays sorte au moins la tête légèrement haute de cette guerre après tout ce qui s'est passé. Maintenant, puisque les Américains sont en train de revenir vers lui, mais il en a profité lui également pour négocier, pour que la suspension soit levée. Et la levée de cette suspension avait deux importances. La première importance, c'est le côté du renseignement. Tout le monde sait que, aussi bien pour l'Ukraine que même pour les Européens, les Américains participent beaucoup dans cette affaire de renseignement. Et dans la guerre, quand on cible un objectif, quand ton ennemi arrive, si tu n'as aucun renseignement, tu risques de passer totalement à côté. La deuxième chose, l'Ukraine ne veut pas aller aux négociations et Zelensky l'a dit tout le temps en montrant que l'Ukraine n'est plus capable de faire quoi que ce soit. Parce qu'en ce moment, si l'Ukraine pose des conditions sur la table, la Russie n'acceptera aucune des conditions. D'ailleurs, l'attaque sur Moscou, c'est ça. Montrer que j'ai des capacités de nuisance. Suite à ce bombardement, est-ce que Vladimir Poutine pourrait donc faire un blocus à l'accord trouvé relatif au cessez-le-feu? Non, je ne pense pas. Poutine connaît cette stratégie. Zelensky est en train de montrer que j'ai encore une capacité de nuisance. Même si je ne peux pas gagner la guerre, je peux créer la psychose chez toi et je peux le faire jusqu'au niveau de la capitale. Poutine également connaît bien cela, vous l'avez vu, les bombardements ont continué alors que tout le monde sait qu'il a négocié avec les Américains. On s'attendait à ce qu'il n'y ait plus de bombardements. Mais quand on est dans une situation de guerre, ça peut paraître curieux, mais généralement c'est comme ça. Quand on s'approche du cessez-le-feu, chacun veut encore faire sa démonstration de force qui lui permet d'arriver sur la table des négociations, de dire à l'autre, si tu veux la paix, allons-y. Si tu veux la guerre, tu as vu de quoi je suis capable. Poutine connaît très bien cette stratégie et malheureusement, il risque de répondre par la même stratégie. L'Ukraine va payer encore le prix fort. Quelles pourraient être alors les conséquences à long terme de ce cessez-le-feu de 30 jours sur le conflit en Ukraine, mais également sur la sécurité européenne en général? S'il y a cessez-le-feu, généralement, c'est en ce moment qu'il y a la véritable négociation pour la fin de la guerre. Donc, le premier enjeu ici, c'est que le cessez-le-feu montre une volonté de part et d'autre. On arrête de tirer, mais ça crée l'occasion pour qu'on puisse discuter, pour que ça ne soit pas seulement un cessez-le-feu, mais qu'on finisse à ce qu'on appelle un accord de paix qui met fin normalement à la guerre de façon définitive. D'ailleurs, c'est ce que la Russie exigeait directement. La Russie ne voulait pas passer par un cessez-le-feu. Mais pour l'Ukraine, c'est important parce que de tout temps, quand Zelensky a commencé à parler de paix, à parler de négociation, quand il a cessé de dire nous allons gagner la guerre, il a toujours voulu que la négociation et les discussions se fassent avec des pays garants, parmi lesquels surtout bien sûr les États-Unis. Donc c'est pendant cette période que cette négociation peut se faire pour qu'il y ait un accord entre l'Ukraine et la Russie, pour que les États-Unis, éventuellement l'OTAN ou l'Union européenne se portent également garant de l'accord qui va être signé entre les deux pays et qui pourra mettre fin définitivement, on l'espère, à cette guerre. Zelensky accepte les conditions de Trump pour un cessez le feu, mais la balle est maintenant dans le camp de la Russie qui ne s'est pas encore prononcée. Oui, on n'a pas encore une réaction officielle qui se prononce sur l'accord qui a été signé en Arabie Saoudite. On a juste des responsables russes qui disent qu'ils ne sont pas en négociation, mais ça également c'est un peu de la stratégie, faire mine d'ignorer tout ce qui se passe alors qu'ils sont parfaitement au courant de ce qui se passe, parce que certainement Trump est en train de dérouler ce sur quoi il s'est entendu avec Vladimir Poutine lors de leur entretien téléphonique. Mais bon, la Russie se considérant en position de force fait semblant, mais n'oublions pas que Poutine a besoin d'un sommet avec Trump. Parce qu'actuellement, qu'on le dise ou pas, il est véritablement quand même isolé sur le plan diplomatique par rapport à un certain nombre de pays. Mais s'il fait un sommet
en Arabie Saoudite comme cela est prévu avec le président américain, mais ça veut dire que d'un point de vue diplomatique, il se remet, si je peux le dire ainsi, sur le marché international. Pour cela, Trump va accepter certainement de laisser un certain nombre de choses. Quoi exactement, on ne sait pas encore, parce qu'il a intérêt lui aussi à revenir dans ce concert des nations où on l'a pratiquement expulsé. Et avec les Européens qui sont encore à l'écart des discussions, comment est-ce que les États-Unis envisagent-ils de maintenir l'unité au sein de l'OTAN dans ce contexte? Ça dépendra de l'implication ou pas des Américains, des Européens plutôt dans la suite. Puisqu'il a commencé sans l'Ukraine. Finalement, il a intégré l'Ukraine. Éventuellement, il va intégrer également les Européens. D'autant que les relations sont plutôt tendues actuellement entre États-Unis et les pays européens. On a vu la Grande-Bretagne, on a voulu un certain nombre de pays quand même apprécier l'accord de cessez-le-feu dans le principe et réclamer que les conditions que les sommets européens avaient demandées soient prises en compte également au moment de négocier un accord pour aller vers la fin de la guerre. Mais ce qui est sûr, l'OTAN d'après la guerre Ukraine-Russie n'aura plus rien à voir avec l'OTAN d'avant la guerre Ukraine-Russie. Parce qu'il faut le dire clairement, ce que Trump a fait, il a trahi les Européens, que pratiquement les États-Unis ont poussé dans cette guerre. Et d'ailleurs, en Europe, beaucoup de spécialistes s'étaient plaints en disant pourquoi les Européens vont accepter d'aller dans cette guerre où c'est les Américains plutôt qui veulent affaiblir la Russie. Pourquoi ils vont s'associer dedans? Vous imaginez comment l'Europe se trouve dans des difficultés quand celui qui vous avait mis dedans se retire et vous laisse dans la difficulté sans même un moindre coup de fil pour vous dire attendez, moi j'arrête, prenez vos dispositions. L'Europe est dans une situation assez difficile dans une guerre où ils n'ont pas toujours pu convaincre les Européens malgré tout ce qui a été fait comme battage sur le plan médiatique. Malgré tout, cette rencontre d'Arabie Saoudite marque un point positif? Oui, il y a un point positif puisque il est clair maintenant que des conditions ont été discutées pour pouvoir permettre au moins un cessez-le-feu pour 30 jours. On parle même de renouvelable. La petite différence, c'est un cessez-le-feu qui n'est pas total, parce que Trump parle de cessez-le-feu total. L'accord n'est pas un cessez-le-feu total, c'est un cessez-le-feu au niveau des airs, au niveau des mers. Pour ce qui est des troupes terrestres, on ne parle pas encore de cessez-le-feu. Mais ça permet, même si ça ne met pas fin à la guerre, une réduction importante de l'intensité de la guerre. Parce que les bombardements, que ça vienne de la mer ou que ça vienne des avions, des drones, etc., c'est ça qui font le plus de dégâts présentement. Et ça permet de diminuer l'intensité de la guerre et de pouvoir résoudre le reste de la guerre avec la négociation. Y a-t-il encore des conditions à remplir pour élargir le cessez-le-feu sur d'autres entités, notamment sur les soldats, ce qui se passe sur le terrain? Il va falloir nécessairement négocier parce que d'abord, Poutine n'a pas encore dit oui. Donc encore une fois, on va vers un cessez-le-feu, on n'y est pas encore. Parce que la prochaine étape, c'est encore de négocier avec Kiev. Parce qu'ils ont présenté le cessez-le-feu signé en Arabie Saoudite comme si on avait déjà résolu le problème. On n'a pas résolu le problème puisque Poutine n'a pas encore signé ce cessez-le-feu. Il y a une négociation pour qu'il signe ce cessez-le-feu. Après, certainement, dans les 30 jours, il y aura des négociations pour la cessation de la guerre. Les troupes terrestres seront bien sûr concernées en ce moment. Des lignes rouges à ne pas franchir peut-être? Les lignes rouges vont devoir bouger. Aussi bien du côté de l'Ukraine, j'ai l'impression que ça a bougé du côté de Zelensky, puisqu'il a accepté. Il va falloir que ça bouge également du côté de la Russie, puisqu'il y avait quand même des lignes rouges des deux côtés qui n'étaient pas proches pour pouvoir permettre un cessez-le-feu. Par exemple, Poutine continuait à faire comme s'il ne fallait pas négocier avec Zelensky. Lui, il était en train de travailler à trouver quelqu'un qui va prendre sa place et qui sera plutôt proche de la Russie. Les Américains sont en train très certainement de faire la même chose, mais pour trouver quelqu'un qui est plutôt proche des États-Unis. Donc, ce n'est pas terminé, cette affaire-là. Merci, Mohamed Diouf, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous également de nous avoir suivis dans Décryptage du jour.